Très bien. Mes chers collègues, Madame, nous poursuivons notre cycle d'audition consacré à la prostitution des mineurs. Nous auditionnons aujourd'hui Madame Catherine Champ-Renaud, ancienne procureure générale près de la Cour d'appel de Paris, présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs et présidente actuellement de France Victimes 37. Je vous remercie, Madame, d'être présente avec nous aujourd'hui. En 2020, dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, le secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles vous a chargé de conduire un groupe de travail sur la prostitution des mineurs qui était intitulé « Comment lutter contre les nouvelles formes d'exploitation sexuelle qui touchent les mineurs ». De septembre 2020 à juin 2021, vous avez travaillé avec les ministères de la Justice, de l'Intérieur, de la Santé, les conseils départementaux et différents experts et associations. Après avoir auditionné plus de 150 personnes, vous avez formulé une centaine de préconisations. Après avoir dressé un état des lieux de ce phénomène, votre rapport insistait sur la difficulté à le chiffrer, ce que nous ont confirmé les associations auditionnées précédemment. Avez-vous des pistes qui permettraient de mesurer cette pratique qui semble s'amplifier et qui nous inquiète, car on a l'impression qu'elle se banalise? Pour ma part, je suis très inquiète de la progression de ce phénomène qui est de plus en plus difficile à endiguer, bien aidé, je dois dire, par le développement des nouvelles technologies, des applications ou des divers réseaux sociaux. Et d'autant plus que nombre de jeunes ne réalisent même pas qu'ils ont un comportement qui relève du fait prostitutionnel. J'aimerais donc vous demander quels sont, selon vous, les facteurs qui incitent les jeunes à se lancer dans ces conduites pré-prostitutionnelles et si vous avez des idées pour les en dissuader. Dans votre rapport, vous abordiez la question de la prévention, du repérage et de l'importance du soutien à la parentalité. S'agissant de la prévention, vous mentionniez les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective. Quant au repérage, vous soulignez le manque de formation des professionnels de l'éducation nationale, de santé, mais aussi professionnels de l'ASE et de la PJJ. Depuis la publication de votre rapport, avez-vous l'impression que ces points ont évolué? Et vos travaux insistaient également sur l'accompagnement des mineurs victimes, notamment sur le traitement du psychotrauma et le traitement des judiciaires et le recueil de la parole. J'en profite pour rappeler que les clients de ces enfants commettent un délit lorsque la victime est mineure et risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et même jusqu'à 7 ans si la mineure a moins de 15 ans. Et j'aimerais donc vous entendre sur ce que vous jugez nécessaire de faire évoluer dans l'accompagnement des victimes, dans le traitement judiciaire notamment. Par ailleurs, depuis 2002, la prostitution des mineurs est interdite et ces derniers sont réputés comme des enfants en danger et relèvent donc de la protection du juge des enfants au titre de l'assistance éducative. Or, les faits montrent l'extrême vulnérabilité de ces enfants mis sous protection à l'aide sociale à l'enfance. J'irais même jusqu'à le dire qu'ils sont les proies parfaites pour les proxénètes. Ces enfants mis sous protection le sont souvent parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes de violences sexuelles auparavant. Leur regard sur leur propre corps étant biaisé, ils sont bien plus faciles à manipuler. Ils ont aussi des biais concernant le rapport à la relation à l'autre et cherchent souvent l'intérêt, l'amour en échange de prestations. Comment pouvons-nous agir pour ces enfants et pour peut-être condamner plus fortement les proxénètes? Je vais vous laisser la parole pour répondre à ce propos liminaire, nous faire part également de ce que vous souhaitez nous dire, et puis après, nous pourrons passer aux questions et aux échanges avec mes collègues. En tout cas, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Écoutez, je suis très, très intéressée, très honorée aussi de venir témoigner de ce qui a été effectivement à la fois nos travaux et nos espoirs au cours de ce groupe de travail qui a été extrêmement intéressant, extrêmement fructueux, avec beaucoup d'énergie positive et une volonté de travailler ensemble. Et c'est vrai que le mot-clé, c'est vraiment l'interdisciplinarité, la complémentarité des actions, des leviers pour s'attaquer à ce qui est un véritable fléau et qui reste très complexe. Alors, les moyens de mesurer la prostitution des mineurs, c'est toujours extrêmement difficile. On peut avoir des chiffres par les services de police et de gendarmerie lorsqu'il y a des enquêtes de proxénétisme sur mineurs.
Il y a le recensement que font les associations spécialisées. Nous, à l'époque, donc 2020-2021, on considérait qu'il y avait en France 10 000 enfants au bas mot, enfants, c'est-à-dire mineurs de moins de 18 ans, qui s'adonnaient à la prostitution. Quand je regarde aujourd'hui en Indre-et-Loire, en 2023, il y a eu un comité qui a été créé par le parquet de Tours et qui recensait 30 mineurs prostitués. Aujourd'hui, on recense entre 50 et 80 mineurs prostitués. Ce que je vois, puisque désormais je vis et j'œuvre sur le plan associatif en Indre-et-Loire, ce que je vois, c'est que le phénomène n'a pas du tout été endigué et qu'il est en progression. En progression parce que trop souvent et de façon prégnante, la prostitution, qui n'est pas appelée comme ça par les mineurs, est banalisée. Alors les facteurs est banalisé et les mineurs qui s'y adonnent n'ont aucune anticipation des risques et des dégâts et du piège finalement que cette activité peut générer, et au contraire semble dire et diffuser auprès des proches que c'est une activité quasiment normale et une bonne façon de se faire de l'argent. Donc les facteurs qui mènent à la prostitution. Nous avions à l'époque un certain nombre d'études qui avaient été faites en Val d'Oise, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, et qui étaient essentiellement des études à partir des jeunes suivis en assistance éducative par la PJJ. Et on se rendait compte que les candidats, et essentiellement les candidates à la prostitution, puisque ce sont les jeunes filles qui sont concernées à 90%, étaient très souvent des victimes de violences au sens large. C'est-à-dire qu'elles avaient eu une rencontre avec la violence, soit au sein de la famille, alors dans les pires des cas, des affaires d'inceste, soit simplement, mais gravement, spectatrices de violences conjugales, soit ayant eu des expériences de harcèlement ou d'agression sexuelle en dehors de la famille, et notamment dans le milieu scolaire. Et cette proportion de candidates à la prostitution qui avaient été confrontées à une violence antérieure, quelquefois d'ailleurs dans l'enfance ou dans la jeune enfance, était très importante, entre 70 et 80%. Donc quand vous me dites, est-ce qu'il y a un profil pour les victimes de la prostitution qu'elles vont s'infliger? Oui. Le profil, ce sont des enfants qui ont connu et subi de la violence physique, de la violence psychologique, de la violence sexuelle avant. Et ce qu'on pouvait faire comme constat, c'est que, d'une part, le milieu familial semblait insécurisant, soit parce qu'il générait et produisait de la violence, soit parce qu'il n'avait pas été en mesure de gérer la violence, et notamment sexuelle, que l'enfant subissait à l'extérieur de la famille, et que, dans le même temps, la violence pouvait être perçue comme une norme de la vie sociale et relationnelle. C'est ce qu'on appelle l'inversion des valeurs. Donc ça, c'est le premier aspect, je pense, qui est fondamental, c'est
de se dire que si ces victimes, ces jeunes filles, s'infligent la prostitution, parce que même si elles disent que c'est pas de la prostitution, c'est du michetonnage, c'est de l'escorte, c'est quand même, hein, au bout du compte, pour faire plusieurs passes par jour, et c'est pas une partie de plaisir pour personne, et encore moins pour des mineurs, et encore moins pour des mineurs très jeunes. Et on sait que la prostitution, elle touche dès 12 ans, hein, dès les premières années collège. Donc ça, c'est un facteur. Il y a des facteurs exogènes qui sont, d'une part, l'accès, ce qui continue de m'interpeller quand même. Aussi facile des mineurs à la pornographie. La pornographie, c'est quand même, les images qui sont véhiculées, c'est quand même une sexualité violente, une sexualité qui est basée sur la domination masculine, qui glorifie le plaisir masculin et qui est donc basée sur la violence et la domination, voire l'humiliation. Et ça a un double effet. Ça a un effet de banaliser la violence sexuelle et ça a l'effet de banaliser le passage à l'acte pour assouvir les fantasmes. Et ça, je pense que c'est dramatique. Je vais vous donner un exemple quand même qui va relier après le problème de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les milieux scolaires. Il y a en Indre-et-Loire, où je suis, un établissement privé dans une zone rurale. Un établissement privé bien sous tout rapport, semble-t-il, où une jeune fille, une élève de 5e, s'est vue harcelée sexuellement par des garçons. Les messages de ces garçons, 12 ans, hein, victime 12 ans, auteur 12 ans, c'est « tu me suces », voilà. Bon, je veux dire que... Pardon ? Ils ne l'inventent pas. Et chez ces garçons, le fait de s'adresser comme ça à une fille pour un acte sexuel que seule la confiance et l'amour peut faire comprendre et faire accepter, ça, c'est quand même dramatique. Je vous le dis parce que ça relie le problème de l'éducation, effectivement, à la vie sexuelle à l'école, pour lequel il y a, chez certains parents, énormément de réticence. Et je vous le dis tout de suite, c'est vrai qu'il n'y a pas les 3 séances d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, alors que la loi de 2001 les rend obligatoires. Les établissements scolaires ont beaucoup de mal à les mettre sur pied, mais se heurtent aussi à des oppositions d'un certain nombre de parents et de parents d'élèves qui ne veulent pas, entre guillemets, qu'on apprenne à leurs enfants à se masturber, entre guillemets. Et ça bloque aussi, je dirais, l'engagement de ces séances qui, pour être efficaces, je le dis, ça c'était aussi une constante que nous avions relevée dans notre rapport, doivent être animées par plusieurs personnes, dont évidemment un représentant de l'éducation nationale. On est en établissement scolaire, il ne s'agit pas d'exclure, mais aussi d'autres intervenants, et que ces interventions soient fondées, basées sur le partenariat
par rapport aux ressources locales. Ça peut être la gendarmerie, ça peut être le parquet, ça peut être une association spécialisée, ça peut être un médecin. Mais qu'il y ait un double regard pour parler aux mineurs. Donc, facteur exogène, l'accès à la pornographie. Autre facteur exogène que vous connaissez bien, et vous l'avez redit, Madame la Présidente, c'est l'accès aux annonces par le numérique. Alors c'est vrai que moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout spécialiste, je ne suis pas de cette génération à comprendre ce qui se passe sur Internet. Je ne sais pas ce qu'on peut interdire ou pas, mais c'est vrai que quand je vois un pays comme le nôtre qui, en 2016, a finalement eu le courage d'interdire le recours aux actes sexuels tarifés, puisque c'est la loi de 2016, en pénalisant les clients, et en pénalisant les clients, certes, pour les prostituées majeures de peine de contravention, mais pour les prostituées pour mineurs, ce sont des peines d'emprisonnement. Et vous savez que depuis la loi d'avril 2021, toute relation sexuelle avec un mineur est un viol. Un mineur de moins de 15 ans est un viol. Sans qu'il y ait d'ailleurs la restriction, la clause Roméo et Juliette, lorsque les actes sont tarifés. Donc je reviens à mon propos, quand je vois un pays qui se dote quand même de dispositions législatives qui sont finalement l'expression des règles, je dirais, communes de la morale, et qu'on n'ait pas la possibilité d'interdire qu'il y ait des annonces à caractère sexuel sur Internet, moi, ça me dépasse. L'imagination au pouvoir, mais vraiment, mesdames et messieurs les parlementaires, faites quelque chose là-dessus. Faites quelque chose. Ça suffit, la liberté d'expression. Ça suffit. Hein, on voit quelles sont les dérives, et notamment outre-Atlantique, de cette revendication de la liberté d'expression. Là, la liberté d'expression et la liberté de communiquer, elle a servi. Elle a servi. Donc, deuxième facteur exogène, c'est la facilité, effectivement, à contacter, à mettre en relation des jeunes avec des clients. Et on sait que, bien entendu, même si on demande l'âge, etc., il y a toutes sortes de chemins de traverse qui permettent de contourner les freins à ces annonces, dont on sait d'ailleurs que finalement, même s'il y a des cartes d'identité, on peut emprunter des cartes d'identité de majeurs. Bref, c'est vraiment pas un obstacle. Donc je ne sais pas s'il est possible d'empêcher, en tous les cas, de façon systématique, ces annonces sur Internet, mais il y a peut-être quand même quelque chose de possible à faire, et je dirais sous deux aspects. Premièrement, que la vente de téléphones portables aux mineurs soit des téléphones portables configurés pour ne pas avoir accès à un certain nombre de sites. Bon. Et je pense que si on interpelle la communauté des adultes, la communauté des parents, ils seront d'accord. Bon. Un enfant, il ne va pas tout seul acheter un téléphone portable. Il faudra qu'il soit accompagné. Il faudrait qu'il soit accompagné et que seul un téléphone configuré de telle façon qu'il n'ait pas accès à un certain nombre de sites soit délivré à des mineurs. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, effectivement, c'est si on ne peut pas empêcher ces annonces, eh bien qu'il y ait, grâce à un message d'intelligence artificielle qui serait imposé, qu'avant la consultation, avant l'accès du client à ces annonces, que ce soit
que derrière il y ait des mineurs ou des majeurs, de toute façon on n'en sait rien, il y ait des messages de prévention avec le rappel qu'en France, le recours aux actes sexuels tarifés est interdit. Et on pourrait décliner les 3 choses, hein, contravention, peine d'emprisonnement et moins de 15 ans, crime. Donc ça, si vous voulez, bon, je pense qu'on est absolument trop timide là-dessus. Et que si, malgré tout, la prostitution progresse, c'est que effectivement, il y a des facilités qui n'ont pas été suffisamment travaillées, attaquées pour protéger nos enfants. Et pourtant, ce que je voudrais vous dire, c'est que depuis ce rapport, hein, que j'ai appelé pour vous montrer quand même l'importance, depuis ce rapport, il y a eu des choses de faites. D'abord, Adrien Taquet, qui m'avait mandaté et qui nous a soutenus lors de nos travaux, notamment avec la participation de la Direction générale de la cohésion sociale. Le ministère de la Justice a apporté sa contribution avec la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Adrien Taquet a pu rendre un premier plan gouvernemental de lutte contre la prostitution des mineurs, qui était un plan ad hoc, parce qu'il avait bien compris au travers de nos travaux que la prostitution des mineurs devait être abordée et appréhendée de façon spécifique. C'est pas totalement, ça recouvre pas totalement le champ des problématiques de la prostitution des majeurs. Même si il y a des points communs, même si nous savons que 25% des prostituées adultes en France déclarent avoir commencé quand elles étaient mineures. Mais il y a une spécificité de la prise en charge des prostituées mineures. Donc Adrien Taquet a lancé le plan gouvernemental avec 4 axes que je ne vais pas rappeler, et un peu tardivement d'ailleurs, mais enfin, in fine, il y a eu un budget. Je crois savoir qu'il était de 14 millions. J'ai jamais compris si c'était un budget annuel ou pluriannuel, peu importe. Et il y a eu quand même des actions qui ont été menées et qui vont dans le bon sens. Et notamment, je sais que ici ou là, pas de façon systématique, mais ici ou là, les associations se sont mises à la disposition des établissements scolaires pour animer ces fameuses séances si importantes de sensibilisation des mineurs au risque de la prostitution et en tous les cas à toutes les violences sexuelles, la prostitution n'en étant qu'une des formes. Donc il y a eu des choses de fait. Je crois savoir aussi qu'un établissement d'accueil et d'hébergement spécifique a pu être financé dans le Nord. Il y a un certain nombre de dispositifs qui émergent ici ou là. Par exemple, en Indre-et-Loire, je viens d'apprendre que le département a obtenu un assez gros budget, par exemple 600 000 € sur 3 ans, pour animer à la fois un dispositif qui permet d'aller vers les victimes, mais aussi de les accueillir dans un lieu dédié. Bon, bref, il y a des choses qui se font. Mais ce qui est dommage, et c'est pourtant ce que nous avions préconisé, c'est que à partir du moment où on dit qu'il faut que, je dirais, tous les acteurs travaillent ensemble, il faut aussi une gouvernance et locale et nationale.
Or, force est de constater depuis que M. Adrien Taquet, secrétaire d'État à l'enfance, a quitté le gouvernement, on n'a pas vu quel était le ministère qui s'emparait du sujet. Alors c'est vrai qu'il y a eu une instabilité gouvernementale, parlementaire et gouvernementale, que vous savez, en 2024, mais c'est vrai qu'entre 2022 et 2024, on n'a pas su qui portait la lutte contre la prostitution des mineurs. Et d'ailleurs, le plan qui avait été élaboré en 2024, jusqu'avant la dissolution, était un plan qui s'articulait autour de la prévention de la prostitution en général, hein, la prostitution des mineurs étant le 4e volet et non pas donc un plan spécifique. Donc, sur le plan national, on ne sait pas qui fait quoi. A priori, ce que j'ai cru comprendre, parce que moi, on ne me rend compte de rien, hein, je viens vers vous d'ailleurs un peu en néophyte, puisque bon, j'entends ce qui m'est dit localement, puisque j'ai quand même des liens avec des acteurs locaux. J'ai conservé des liens avec les associations spécialisées, en particulier avec la CPE. Mais c'est vrai qu'il y a un déficit de pilotage de cette politique publique, où quand même on a mis beaucoup d'argent, hein, 14 millions, c'était pas rien. Hein, et je veux croire que ces 14 millions ont été bien distribués, mais d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a des restitutions budgétaires là-dessus. Alors, je ne sais pas s'il y a des restitutions, mais en tout cas, dans le budget Solidarité, Insertion, Égalité des chances, on a eu en 2024 6 millions d'euros pour 2 appels à projets pour lutter contre la prostitution des mineurs. Donc, visiblement, ça continue, mais pas dans la même proportion qu'à l'époque. D'accord. 6 millions d'euros, d'accord. Bon, donc... Et aujourd'hui, on n'a pas de ministre de l'Enfance. Alors, je ne sais pas quel sera le périmètre de compétences et d'action du haut-commissaire à l'enfance, mais si on crée une structure dédiée à l'enfance, il faudrait qu'elle s'empare du sujet. Parce que ce sujet, il est lié, je dirais, à toutes les conduites à risque, et il est lié aussi à l'enfance en danger. Il faut aussi bien mesurer qu'un enfant qui se prostitue, même s'il n'est pas drogué avant, il sera drogué pendant, et souvent drogué après. Donc, une des difficultés, si vous voulez, de la prise en charge des mineurs prostitués, c'est que il ou elle, mais elle, présente une polyaddiction à l'alcool, aux médicaments, aux drogues, quelles qu'elles soient. Et vous pouvez bien le comprendre, parce que c'est tellement dur, cette prostitution, c'est d'ailleurs aussi ça, ce qu'on voit chez les prostituées majeures, c'est tellement dur que pour supporter, eh bien, il faut un peu déconnecter l'esprit du corps et effectivement pouvoir oublier dans les toxiques. Donc, prostitution toxique. Prostitution, violence sexuelle. Doublement parce que, effectivement, la prostitution est une violence sexuelle et que l'on sait que souvent, ça vient après des violences sexuelles. Et donc, c'est vrai que s'il y avait un haut-commissaire, enfin, je ne suis pas là pour faire le gouvernement et définir le... Mais il serait vraiment opportun que ces préoccupations d'abus sexuels de façon générale, dont la prostitution fait absolument partie, hein, que soit bien identifié par quelqu'un qui porte la voix de l'État sur ce sujet. Déclinaison aussi territoriale. Nous avions effectivement indiqué que
il fallait de façon opérationnelle qu'il y ait une gouvernance au niveau territorial. Et force est de constater que, vous voyez, je vois en Indre-et-Loire, on est pratiquement bientôt 4 ans après ce rapport, il n'y a pas encore de structure qui a été désignée comme porteuse de la coordination des actions en matière de lutte et de prévention de la prostitution des mineurs. Alors, moi, je ne suis pas pour vous dire qu'il faut que ça soit ça ou ça, mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait forcément l'aide sociale à l'enfance, qui est responsable de l'enfance en danger. Je pense qu'il faut qu'il y ait dans cette structure, effectivement, la justice, mais aussi le corps médical et aussi l'action sociale. Donc, si vous voulez, nous avions suggéré dans le rapport qu'il aurait été peut-être judicieux d'adosser à la commission départementale de lutte contre la prostitution un comité ad hoc spécifique pour la prostitution des mineurs, sachant que il ne serait pas mauvais, effectivement, qu'il y ait des liens et des acteurs communs entre la commission départementale majeure et la commission départementale mineure, puisque on sait que dorénavant, il ne faut pas arrêter la prise en charge à 18 ans pile et qu'elle pourrait se continuer jusqu'à 21 ans. C'est ce qu'avait d'ailleurs obtenu Adrien Taquet, puisque, encore une fois, il avait obtenu cette prolongation d'accompagnement et surtout la possibilité pour l'ASE, qu'un mineur avait quitté à ses 18 ans, de récupérer le mineur quand il ou elle le souhaitait. Donc, il n'y a pas de pilotage non plus territorial. Moi, force est de constater, alors ça va peut-être se mettre en place maintenant, mais j'ai vu ici ou là, dans une circulaire de la chancellerie en 2023, qu'on disait qu'il faudrait faire une structure départementale. Bon, voilà. Je voudrais rapidement, quand même... avant que je puisse passer la parole à mes collègues, est-ce que vous avez un dernier point? Oui. Allez-y. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi quand même, c'est que moi, je suis un ancien magistrat du parquet, donc vous allez m'entendre en tant que procureur. Je pense qu'il faut réinvestir le champ de la lutte contre le proxénétisme. Parce que ça, c'est une dimension importante. Il faut remettre de la loi, il faut remettre de l'autorité, il faut remettre de la fermeté à l'égard de tous ceux qui, de près ou de loin, favorisent la prostitution, et en particulier la prostitution des mineurs. Bon. Quand j'étais procureur général à Paris, j'avais recommandé au procureur de la République de viser la poursuite des proxénètes, ce qu'on appelait autrefois d'ailleurs le proxénétisme de cité, qui est d'ailleurs un peu dépassé comme expression, qu'on les fasse passer en comparution immédiate et qu'on ait des sanctions rapides. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est fait, mais c'est vrai que de plus en plus, les proxénètes sont mineurs. Voilà un champ qui mériterait que, comme certains le demandent, et ce qui a été souvent l'objet de réticences même de la part de l'autorité judiciaire, je vous l'accorde, mais voilà un champ, proxénétisme sur des mineurs par des mineurs, où il faudrait des procédures pénales rapides. De même que le trafic de stupéfiants. De toute façon, c'est le même business. Hein. Bon. C'est gagner de l'argent en exploitant la misère du monde et la misère des jeunes. Bon. Et de ne pas faire d'exception pour les mineurs. Parce que ces gamins, qui peuvent être effectivement des jeunes de 16, 17, 18 ans, et qui peuvent être des filles aussi, doivent être rappelés à leurs obligations de respect de l'autre.
Et donc, moi, je ne verrai que des avantages là-dessus et qu'on ait une disposition, je dirais, dérogatoire du droit commun en matière de mineurs. Je dois attirer quand même votre attention sur le fait que, vous voyez, en Indre-et-Loire, je constate que autant la gendarmerie investigue et fait des enquêtes approfondies sur les affaires de proxénétisme sur mineurs, autant la police semble complètement dépassée. Et c'est vrai, je ne sais pas si c'est quelque chose qui se retrouve dans d'autres départements, mais que les services de police, en tous les cas dans ma région, sont assaillis par des procédures multiples et anciennes et n'arrivent pas à faire face. Et là, je pense qu'il faut voir une réflexion plus large. Je vais peut-être un petit peu heurter les consciences, mais le phénomène MeToo, ça a été formidable. Hein, révéler qu'on a été abusé et demander des enquêtes. Mais ni les services de police, ni les services de justice ont été redimensionnés pour faire face à l'augmentation de ces affaires. Et donc, il y a en stock dans les services de police, en Indre-et-Loire, mais je pense que c'est le cas ailleurs, à la fois des enquêtes sur des agressions sexuelles et des viols, et sur des affaires de proxénétisme qui ne sont pas traitées à temps. Et ça, c'est un vrai souci. Et comment dire, les policiers, ils sont fatigués, ils dénoncent le manque de moyens pour faire face à cet afflux d'affaires, et ils n'ont pas été redimensionnés là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent finalement aux interlocuteurs, aux parents, aux victimes? C'est elle était consentante, c'est plus une priorité pour nous. Ce qui est absurde, puisque en matière de prostitution des mineurs, le mineur est en danger, c'est une victime et il a subi une exploitation. Donc vous voyez, ça c'est un vrai souci. Et c'est pareil pour les services de justice, dont les cours criminelles qui ont été perçus comme la panacée pour désengorger les cours d'assises sont maintenant engorgés. Donc, si on veut une politique volontariste, la révélation c'est bien, mais il faut que le reste suive. Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Je vais passer la parole aux orateurs de groupe. Pour Rassemblement national, j'ai M. Frédéric Boccaletti. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente Champ-Renaud, tout d'abord, merci pour vos propos en toute franchise. Vous n'avez éludé aucun sujet et même s'ils nous font froid dans le dos, ces propos et tous ces chiffres, je tiens à vous remercier sincèrement de nous rappeler un petit peu voilà, ce qu'il en est réellement de ce sujet de la prostitution des mineurs. Madame la Présidente, en France, il serait 15 000 mineurs à dépendre de l'ASE et à être victimes de réseaux de prostitution. Elles ont en moyenne 15 ans, vous l'avez dit, 13 ans, parfois même 12 ans. Le phénomène prend de l'ampleur et les éducateurs se disent impuissants face à des adolescentes à qui la vie n'a déjà pas fait de cadeau. À l'image de Clara, 17 ans, suivie par l'ASE, tombée entre les mains d'un réseau de prostitution et portée disparue depuis février dernier. Il est inacceptable que nos enfants, censés être protégés par l'aide sociale à l'enfance, puissent disparaître du jour au lendemain. Les départements n'ont aujourd'hui plus les moyens d'assurer leur mission. 10 milliards d'euros par année, ce n'est pas suffisant et les baisses de crédits imposées par l'État n'aident pas. Autre problème, la profession n'attire plus. À défaut d'éducateurs, on embauche parfois des personnes sans diplôme avec les risques que cela génère. Certains ne prennent même plus la peine de signaler les problèmes de prostitution. En matière de protection de l'enfance, l'État n'est pas à la hauteur des enjeux. Pas assez de place dans les établissements de protection de la jeunesse, pas assez de place en psychiatrie infantile, pas assez de place dans les instituts médico-éducatifs. S'ensuit donc au sein de l'ASE une confusion des situations avec des enfants aux problèmes divers, enfants placés, rupture familiale, mineurs délinquants,
que la société et l'État ne savent plus solutionner et les laissent ainsi livrés à eux-mêmes. Madame la Présidente, vous me parlerez peut-être un petit peu comme procureur aussi dans les réponses, vous me répondrez peut-être dans ce sens-là. Comment, d'après vous, protéger ces mineurs de la présence de proxénètes aux abords de ces établissements? Quid de leur agissement sur Internet? Comment pouvons-nous améliorer la personnification et la présence en charge individuelle de ces mineurs? Pensez-vous que les collectivités locales font le bon choix en déléguant les mesures de protection de l'enfance à des associations privées? Je pense ici notamment à certaines associations et leurs dérives minables. Enfin, madame, ne pensez-vous pas que l'État devrait également s'attaquer plus durement aux clients de ces réseaux, ceux qui profitent aujourd'hui des carences du système et des faiblesses de certains de nos enfants? Je vous remercie. Merci. Je donne la parole pour le groupe EPR à Madame Dubré-Chirat. Merci Madame la Présidente. Merci Madame pour vos propos. Je conforte tout à fait votre avis dans l'idée que les changements ministériels répétés ne nous ont pas facilité la tâche pour aborder ces sujets qui sont graves et préoccupants. Et il y a un constat qu'on peut faire aussi qui ont été accentués par la période du Covid avec le confinement et l'accès à Internet facilité et plus permanent, avec une possibilité d'accéder à des personnes moins que bienveillantes, je dirais. Et on remarque que ça, il y a quand même une étape qui s'est produite là. Je voudrais revenir sur la sensibilisation dans les établissements, qu'on remarque effectivement, on a fait le constat depuis plusieurs années, qu'ils ne sont pas réalisés, et soit par inconfort des enseignants à le faire, soit par, je dirais, des retours de parents qui sont inquiets, mais des fois assez véhéments sur la possibilité d'aborder ces sujets. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver effectivement avec le contenu qui existait déjà, qui était plutôt bien fait, mais non réalisé. Là, il va être modifié, plus adapté en fonction de l'âge. Comment est-ce qu'on peut arriver à mieux, effectivement, appréhender ce sujet dans les établissements scolaires, à tout âge, avec des personnes différentes. Et l'autre chose, c'était... version santé, je dirais, c'est ces jeunes mineurs qui sont effectivement, qui assurent la prostitution entre eux, entre proxénètes et victimes. On a des répercussions sur le domaine de la santé physique et psychologiques extrêmement importants qui ne sont pas pris en charge et où on pourrait avoir une action préventive avec les infirmières scolaires notamment, qui sont souvent plus faciles d'accès pour aller parler d'une chose ou une autre sous un prétexte ou un autre. Merci beaucoup. Après, j'ai Madame Céline Hervieux pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup Madame Champrenault pour votre témoignage, pour votre action, votre engagement en faveur de toutes ces victimes potentielles de la prostitution sur les mineurs en France. C'est vrai que les chiffres sont affolants. Au sein du groupe socialiste, on a une position qui est assez claire sur notre volonté d'abolir tout simplement la prostitution, mais je vous rejoins sur le fait qu'il y a cette nécessité d'avoir une approche spécifique quand il est question justement des prostitutions sur mineurs. Et je vous rejoins tout à fait sur les constats vis-à-vis des fragilités dans la gouvernance de ces politiques publiques. Et je constate qu'en fait, dans l'environnement, si on peut dire, public de l'enfance en danger, ça n'est pas la seule problématique qu'on rencontre en termes de difficultés de gouvernance. L'aide sociale à l'enfance est globalement dans cette situation aussi. Donc je vous rejoins tout à fait sur ce point et sur les procédures pénales accélérées aussi. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler. En revanche, quand vous dites remettre de la loi, de l'autorité, de la fermeté, je rajouterais et du soin aussi, parce que comme ça a été dit, et vous l'avez expliqué, les femmes sont victimes de cette violence aussi, particulièrement fragilisées en général par des carences, des traumas, et qui finalement amène à ce qu'elle bascule et qu'elle n'ait pas forcément les ressources psychiques pour réussir à trouver la solution de la sortie. C'est à ça qu'on doit les aider. Mais il y a le temps de l'après aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire une fois qu'on a réussi à sortir d'un circuit de prostitution quand on est une jeune femme mineure? Comment justement, est-ce qu'on a des dispositifs
qui sont suffisants pour prendre en charge et permettre à ces femmes de retrouver voilà, une forme de rapport à elles-mêmes, au corps, à la sexualité, au rapport aux hommes ou aux femmes qu'elle essaie de construire dans sa vie. Et est-ce que c'est un domaine que vous investissez aussi? Merci encore. Merci. Pour le groupe écologiste, Monsieur Arnaud Bonnet. Oui, bonjour. Et merci à vous. Alors, plusieurs choses. Moi, ayant été enseignant de SVT en collège pendant plus de 20 ans, j'ai réalisé ces séances EVARS dans l'ensemble de mes classes. Je ne vais pas vous rassurer, je pense que s'il n'y a pas une prise de conscience sur les moyens nécessaires à donner à l'éducation nationale pour le mettre en place, ça ne se fera jamais, en termes de propositions de formation de qualité pour les enseignants, et en termes également de personnel. On a quand même une infirmière scolaire pour 1300 élèves, quand il faudrait, a priori, une infirmière pour 500 élèves plutôt. Donc ça risque d'être compliqué, puis on n'a toujours pas de médecin scolaire, très peu. Donc vous, pour ce qui était d'un comité ad hoc de suivi, je pense que c'est un oubli. Vous avez cité l'ASE, la justice, le corps médical, l'action sociale, évidemment le N aussi, l'éducation nationale aussi. Oui, il me semblait. Par rapport au recrutement dans la prostitution de jeunes filles, on avait évoqué la semaine dernière un système pyramidal avec des jeunes prostituées qui, à leur tour, au bout, voilà, bon, j'ai eu là ma réponse. Voilà, c'est quelque chose qui est fait. Au niveau de la prostitution en ligne, est-ce que vous avez, est-ce qu'on a un nombre très important de sites, d'applications, ou est-ce que c'est assez ciblé? C'est la dernière partie. Est-ce que vous, dans vos échanges, vous avez pu voir une corrélation entre la dégradation sociale et peut-être financière d'un certain nombre de familles et l'augmentation de la prostitution? Merci à vous. Merci. Pour terminer ce premier tour de table, Madame Béatrice Piron. Merci Madame la Présidente. Madame Champrenault, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre travail en tant que présidente du groupe de travail sur la prostitution des mineurs et pour votre rapport. Le sujet que vous avez abordé dans votre rapport de 2021 demeure, hélas, toujours une actualité brûlante. La prostitution des mineurs est une réalité insupportable qui nous oblige à une mobilisation continue et sans relâche. Vous supposez vous-même que la prostitution des mineurs semble avoir plus que doublé, même depuis le moment où vous avez imprimé votre rapport. Dans celui-ci, vous aviez formulé plus de 100 recommandations visant, entre autres, à renforcer la prévention, la prise en charge des victimes, ainsi que le suivi des réseaux exploitant les mineurs. Avec le recul, maintenant plus de 4 ans, dont nous disposons désormais depuis la publication, je souhaiterais vous poser 3 questions. Premièrement, quels sont, selon vous, les principaux freins rencontrés dans la mise en œuvre de vos recommandations? Quel levier prioritaire faudrait-il encore actionner aujourd'hui pour avoir un effet efficace? Et troisièmement, un peu comme l'a précisé mon collègue juste à présent, pensez-vous qu'il y a une corrélation entre milieu social et probabilité d'être candidate à la prostitution? Merci. Merci beaucoup, Madame Champrenault. Je vous laisse répondre. Bon. Comment vous dire? Est-ce qu'il y a un milieu social à risque? Oui, il y a un milieu social à risque, celui qui n'est pas protecteur. Est-ce qu'il y a une famille à risque? Oui, celle qui n'est pas protectrice. Qui n'est pas protectrice, soit parce qu'elle véhicule de la violence, soit qu'elle renonce à sa mission éducative. Bon. Et ça, c'est chez les riches et chez les pauvres. Quand on a effectivement regardé le recensement, bien sûr, il y a quelques corrélations entre déficit économique et violence, et donc carence éducative. Mais ce n'est pas, je dirais, une équation systématique, déjà. Et deuxièmement, il y a dans des milieux privilégiés, où le délaissement d'enfants existe aussi, des candidates à la prostitution. D'accord? Donc, le meilleur rempart sur le plan familial, c'est une famille bienveillante, aimante et éducative. Parce que le problème, et on va voir la part des
des différentes institutions et intervenants. Et monsieur, vous êtes un ancien enseignant, vous pouvez le mesurer. Bien sûr que l'école va avoir son rôle, bien sûr, mais le premier rôle, c'est les parents, c'est la famille. La famille, c'est exemplarité et protection. Si la famille est violente, c'est le mauvais exemple. Si elle n'est pas protectrice, c'est-à-dire si elle n'accompagne pas l'enfant dans ses difficultés, elle n'est pas dans son rôle. Et là, effectivement, on a des risques majeurs. Ça, je crois qu'il faut le redire. Et quand les parents, encore une fois, je vous le dis avec un petit peu d'émotion, quand les parents s'opposent à ce qu'un établissement scolaire organise des séances d'éducation à la vie sexuelle, alors qu'eux-mêmes, ils sont dans l'incapacité de transmettre un certain nombre de valeurs, c'est dramatique, si vous voulez. Et donc, encore une fois, c'est pas... l'éducation doit être totalement relayée par les parents, et les parents ne doivent pas s'opposer à ce que l'éducatif prolonge et complète leur travail de parents. Vous savez, moi, je pense que le rôle des parents, c'est quand même de créer des réflexes de sauvegarde chez leurs enfants. Hein. Et donc, il faut quand même responsabiliser les parents. Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Le psychotrauma. Oui, le psychotrauma, c'est évident qu'une mineure qui se prostitue et qui se prostitue longtemps va avoir des dégâts psychophysiques parfois, mais surtout psychologiques, sûrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les centres de psychotrauma sont débordés. En Indre-et-Loire, par exemple, pour avoir un rendez-vous, c'est 8 mois, hein, même en mettant en œuvre l'urgence. Néanmoins, il y a quand même des structures qui peuvent, pas forcément sur le long terme, mais en tous les cas, initier une prise en charge. C'est d'abord les UAPED, hein, puisque ça, il y a aujourd'hui des UAPED à peu près dans tous les départements, et en principe, les UAPED ont un psychologue. Bon. Et deuxièmement, quelqu'un m'a posé des questions sur les enfants de l'ASE, il y a notamment des centres d'éducation sexuelle spécifiques qui interviennent pour les enfants placés, qu'ils soient placés dans des établissements ou dans les familles. C'est-à-dire qu'à l'égard de ces enfants dont on sait qu'ils sont des cibles, on va renforcer l'éducation à la sexualité et la prévention des conduites à risque. Et ça, c'est quand même une bonne chose quand c'est fait. Alors, vous avez raison, je ne sais pas qui l'a dit, les enfants qui sont placés dans les établissements sont des cibles. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire? Demander aux services de police déjà et de gendarmerie de faire des patrouilles pour pas que les proxénètes viennent à la porte des établissements pour venir chercher les gamins. Et une coopération étroite entre les directeurs d'établissements, les services de police gendarmerie et les services judiciaires. Bon, c'est pas magique, mais c'est vrai que sans vouloir les stigmatiser, ces enfants de l'ASE peuvent être malheureusement un public cible parce qu'ils présentent des vulnérabilités qui sont très bien exploitées par les proxénètes. Qu'est-ce que vous m'avez demandé encore? Mais ces centres de santé sexuelle, c'est quand même c'est bien, puisque c'est un dispositif en plus à l'égard des enfants placés. Je cherche dans mes notes ce que je voulais encore vous dire.
voyez, il y a par exemple une chose qui m'a frappée. Il y a deux choses que je voudrais vous dire quand même. Les victimes de proxénétisme ne se sentent pas victimes. Or, il y a quand même de temps en temps des procès. Il faut absolument que ces victimes soient accompagnées. Alors, le plus souvent, c'est très difficile pour les parents de les accompagner parce que l'activité prostitutionnelle est encore revêtue d'une opprobre, la honte, etc. Donc, il faut que ces enfants soient accompagnés souvent, et la justice agit en ce sens, par des administrateurs ad hoc. C'est-à-dire qu'on demande à des personnes extérieures à la famille de représenter l'enfant dans la procédure judiciaire. Bon, sachez quand même qu'il y a une crise de recrutement des administrateurs ad hoc. Sachez aussi que la rémunération des administrateurs ad hoc n'a pas été révisée depuis 2008. Donc il y a quand même un vrai souci. Mais c'est vrai que de plus en plus, les parquets, les tribunaux désignent des administrateurs ad hoc pour ces enfants victimes, parce que les administrateurs ad hoc, même si les victimes ne coopèrent pas à l'enquête, etc., ils vont porter la parole de la victime et dans le sens de son exploitation. Et ça, c'est quand même très important. La deuxième chose, je voulais vous dire, par exemple, on a su, et je vous l'ai dit, qu'il y avait un établissement qui a été créé dans le Nord grâce au fonds dégagé à la suite du plan Taquet. Bon, eh bien, ça, les départements en province, on ne sait pas. On n'a pas les coordonnées. Vous voyez, c'est tout simple, mais on ne connaît pas les différents dispositifs qui peuvent être ici ou là. Or, s'il faut des mesures d'accompagnement lorsque la prostituée sort de cette activité prostitutionnelle, c'est évident, mais il faut des accompagnements un peu au cordeau, cousu main, qu'on ne peut pas résumer d'un trait de plume. Hein. C'est pas forcément les établissements, c'est pas forcément les familles d'accueil, c'est pas forcément les séjours de rupture, mais c'est tout ça en même temps. Et là, il serait intéressant que les décideurs, et notamment ceux qui sont en charge de l'ASE, connaissent tous les dispositifs d'accueil, que ce soit des accueils de jour ou des hébergements. Et ça, il faudrait quand même qu'on puisse assurer une diffusion. Vous voyez, ça, ce genre de choses qu'une gouvernance nationale pourrait promouvoir. C'est tout bête, mais qu'on sache ce qui se fait ailleurs, et si on a la possibilité d'envoyer des enfants de la Nièvre dans le Nord, et inversement. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des... Et alors, pour le soin, soin, sachez que c'est très important, parce que le soin, quelquefois, c'est le premier levier pour sortir de la prostitution. Parce que le soin véhicule ce qui est bon pour soi et non pas ce qui est bien pour soi. Donc le soin, il est en dehors de toute morale et de toute loi et permet effectivement de toucher ce public extrêmement vulnérabilisé par la prostitution. Donc vous avez absolument raison. Il faut que soit dans la boucle les UAPED, le corps médical en général et toutes les structures hospitalières. Oui, absolument. Merci. J'ai une toute dernière précision sur la partie justice. Est-ce que vous estimez que les peines, tout ce qui est encouru est au niveau ou pas? Si vous voulez, en termes de législation, on a tout ce qu'il faut. Bon. Même on a trop. Parce que, si vous voulez, autant symboliquement, je trouve que c'est très beau que le législateur ait dit toute relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans, c'est un viol. C'est très bien sur le plan moral. Sur le plan de la déclinaison judiciaire, vous voulez qu'on envoie toutes ces affaires en cour criminelle? C'est très lourd. Le crime, si vous voulez, si on garde la qualification criminelle, c'est une procédure très lourde. Premièrement, ça nécessite une instruction, et deuxièmement, une juridiction
spécialisée qui est la cour criminelle avec 5 magistrats. Donc il faut faire attention. On a cette loi et je pense que les parquets peuvent, entre guillemets, correctionnaliser s'ils l'estiment. Mais vous voyez, il faut faire attention. En termes de peine encourue, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de problème, c'est 10 ans. C'est 10 ans pour le proxénétisme sur mineur. Et c'est 15 ans, c'est criminel d'ailleurs, pour le proxénétisme sur mineur de moins de 15 ans. On a tout ce qu'il faut. Mais ça n'empêche pas que certaines juridictions vous mettent des 6 mois sursis, vous comprenez? Donc ça, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et là aussi, on l'a dit, il faut aussi acculturer les magistrats. Hein, parce que le tableau qui peut être vite présenté à la justice, c'est une victime qui est consentante et qui pratiquement soutient son souteneur, soutient son proxénète, et un proxénète qui semble très passif et presque victime de sa victime, quoi. Bon, donc, quelque part, il faut remettre les choses à leur place et dans le bon sens. Et les administrateurs ad hoc sont aussi là pour éclairer la juridiction, de même que les associations spécialisées, si possible. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas banaliser le proxénétisme. Si vous voulez, ça, c'est le proxénétisme sur mineur, ça coûte moins cher que le trafic de stupéfiants. Donc, ce qui est quand même absurde. Et j'appellerais effectivement, moi, à une plus grande répression et qui soit lisible pour tous les candidats au proxénétisme, hein, et aussi pour les candidats à la prostitution. Merci beaucoup. Merci pour ces échanges. Merci pour les éclairages que vous avez apportés. Et je vous dis, mes chers collègues, c'est dans 15 jours pour la prochaine audition. Merci beaucoup à tous.